ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Faire exploser sa renta grâce au logement atypique avec Anthony Ducreux. Aujourd'hui, on accueille Anthony Ducreux. Alors, Anthony Ducreux, je l'ai rencontré à un événement organisé par Jérémy Nabé à l'occasion du lancement de son projet de château dans la Sarthe. On a papoté lors d'un petit cocktail, j'ai découvert ce qu'il faisait, je ne les connaissais pas avant. Et en fait, Anthony, il est le frère d'Alexandre Ducreux. Et donc, tous les deux, en fait, ils ont lancé une entreprise d'accompagnement sur les logements atypiques. C'est leur spécialité. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai envie de les découvrir, j'ai envie de connaître leur parcours. Évidemment, moi, j'aime bien le côté one-and-one pour découvrir chacun séparément. Donc aujourd'hui, on accueille Anthony Ducreux et j'ai prévu également d'interviewer Alexandre Ducreux. Et d'ailleurs, je pense que les interviews, je les publierai de façon assez rapprochée pour que les gens ne soient pas paumés 6 ou 3 mois plus tard le frère. C'est pour ça qu'on va essayer de faire de façon assez rapprochée les sorties d'interviews. Et je suis ravie que tu sois là, Anthony, pour nous partager déjà ton parcours, parce on va faire une histoire d'investisseur pour que vous compreniez un peu d'où ils partent, parce qu'on va faire séparément, parce que j'imagine qu'ils ont chacun leur histoire, et ensuite on va parler un peu des logements atypiques pour tous ceux qui sont intéressés, en tout cas par la location courte durée. Voilà, je vais te laisser dire un bonjour. Coucou Anthony. Yes, bien sûr. Bonjour tout le monde et bonjour Dorine. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour pouvoir discuter avec toi, partager mon retour d'expérience et bien sûr aussi parler logement atypique. Mais merci pour l'invitation en tout cas. Voilà, et d'ailleurs je crois que le nom de ton entreprise c'est Mon Plan Immo, c'est ça? Oui, tout à fait. On a cofondé avec Alex Mon Plan Immo, c'est ça, il y a maintenant plus de 3 ans. Voilà, je suis ravie que tu sois là. Donc le principe, c'est que quand on démarre avec les investisseurs sereins, c'est qu'on part dans l'enfance. Ok. Donc en plus, ça va être marrant parce que j'imagine que vous avez probablement la même enfance, si vous avez grandi dans la À peu même près, famille. ouais. Voilà. Donc en fait, c'est intéressant toujours de savoir de où tu pars. Donc moi, ce que je veux bien connaître, c'est, ben voilà, t'es né où, dans quel genre de famille, et quel était en fait ton départ dans la vie, où t'en étais vraiment enfance, genre moins de 10 ans. Hein. On va pas encore trop vite. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, point de départ, partons par le départ. Alors, dans ce cas-là, moi, je suis né à Saint-Étienne. On est originaire de Saint-Étienne de manière générale. Donc, je suis né à Saint-Étienne de 2 parents qui nous ont beaucoup aimés, beaucoup chouchoutés avec Alex pendant notre enfance. Notre mère a été au foyer pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle est nourrice. Et notre père est commercial depuis toujours. Voilà. Donc, on est 3 dans la famille. Moi, je suis l'aîné. Donc, j'ai 29 ans aujourd'hui. Alex, lui, a 27 ans. Et Amandine, la petite dernière de la famille, qui n'est pas du tout dans l'immobilier, mais dans la pâtisserie, elle, de son côté, qui développe aussi de beaux projets, a 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Donc, voilà, une famille de 3 enfants, élevée par un père commercial, une mère nounou et au foyer. Donc, honnêtement, on a manqué de rien, je dis toujours. Et c'est vrai que c'est important de remonter aussi loin, tu vois, parce que dans notre parcours aujourd'hui, si on est capable aussi de prendre tous ces risques, et si on a été capable de prendre tous ces risques à un moment donné, eh ben, je pense que c'est aussi parce qu'on a eu une enfance hyper stable. Il faut le reconnaître qu'on a eu des parents, surtout notre père, qui nous a jamais freiné dans nos projets immobiliers. Donc voilà, on a manqué de rien. On avait tous les bons ingrédients pour pouvoir, faire de belles choses. Ok. En termes de mindset financier, moi ça m'intéresse parce que je fais ma petite, on va dire que je suis chercheuse un petit peu, tu vois, avec mes interviews, j'essaie d'accumuler des données sur les profils des gens. Quel était le comportement de tes parents par rapport à l'investissement en général? Est-ce qu'ils avaient une résidence principale? Est-ce qu'ils faisaient d'autres trucs? Quel était en fait leur discours par rapport à tout ça? J'ai envie de dire déjà, c'est important de séparer notre mère et notre père, parce que pour le coup, autant avec Alex, on a des profils différents, mais nos parents étaient eux-mêmes des profils complètement différents. Encore une fois, notre mère était au foyer, nounou, et notre père commercial. Donc une vision complètement différente. Par contre, ils se sont réunis sur une chose, leur famille. Nous, on a vraiment un très gros ancrage familial, et donc plus que l'immobilier ou les carrières, c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout été carriéristes. Voilà, ils ont vraiment mis leur vie de famille en premier, en numéro un. Donc, on a eu une qualité de vie assez exceptionnelle avec un père très présent, une mère très présente aussi. Donc ça, c'est important. Ensuite, ils ont été propriétaires de leur résidence principale. Voilà, tout simplement. Donc, et c'est au moment où on a commencé, nous,
à investir dans l'immobilier avec Alex et où les parents aussi ils se sont enlevés cette charge parce que bon, bah, nous, ils nous ont eu très jeunes en fait, nos parents. À 30 ans, ils avaient les trois. Donc, focus sur la vie de famille. Ils ont mis forcément peut-être d'autres projets entrepreneuriaux ou immobiliers de côté. Je pense que notre père, notamment, l'avait en tête et a toujours eu ce côté investisseur. Je pense qu'on tient un peu cette graine de ce côté-là. Mais voilà, embarquer dans une vie de famille, c'était compliqué de mettre ça en place. Et c'est par contre à la cinquantaine, quand nous, on a grandi et qu'on a commencé à se lancer, que là, par contre, notre père et de manière générale en famille, on a aussi beaucoup investi ensemble. Ok, super intéressant. Et le petit point encore, moi, que je trouve, je sais pas pourquoi je fais une fixette sur ce point, mais c'est super intéressant de comprendre quel était le rapport, en tout cas, à la façon d'économiser et de dépenser de l'argent. Est-ce que Ouais. c'était plutôt des fourmis ou plutôt des cigales, entre guillemets? Alors, c'était pas du tout des fourmis. C'était pas du tout des fourmis. Quand je disais on a manqué de rien, c'est que ils ont. Quand je dis tout est passé par les enfants, on a été très gâtés. Tu vois, on a eu des gros Noëls, des gros anniversaires. On a eu la chance de pouvoir voyager avec eux aussi. Comment dire, ils étaient pas économes dans le sens où c'était pas des parents qui allaient avoir 100, 200, 300 000 euros de côté, tu vois. Donc, mon père gagnait bien sa vie, on a manqué de rien, mais ils n'avaient pas une vision d'investissement, etc. Ils étaient plus à la limite dans une mentalité one life. On profite de ce qu'on a avec nos enfants, de vivre des expériences, on profite. Voilà, c'était dans un mood un petit peu comme ça vis-à-vis de l'argent, sans être dans un mood d'investissement ou de fourmis, de cigales. Ils étaient juste, voilà, ils nous ont fait profiter de tout ce qu'ils avaient, quoi. Ok. Et donc, tu avais plutôt un modèle sain de gestion financière, tout en n'ayant des parents non plus qui n'étaient pas en mode non, mais on fait attention à tout, il faut faire des économies, c'est dangereux la vie. Tu avais quand même un mindset plutôt Alors positif, quoi. déjà, ce qui est important de préciser, c'est que c'était pas un gros sujet qui était mis sur la table. C'est-à-dire que j'ai jamais trop discuté argent, manière de gérer les finances, etc. avec nos parents. Donc, comme je te le disais, c'était pas un sujet hyper présent. Moi, c'est arrivé dans mon esprit plus tard quand j'étais prof, etc. Mais c'était pas un sujet vraiment numéro un dans la famille, quoi. Donc oui, comme tu dis, c'était assez sain. C'était pas surprésent. On a manqué de rien. On a pu partager de beaux moments, mais c'était pas quelque chose de très présent dans notre quotidien, quoi. Mais ça vient aussi du fait que ça se passait bien, heureusement pour nous. Si ce sujet n'a pas été mis sur le tapis aussi, c'est parce que bah, nos parents géraient quand même bien, par contre, leurs affaires et ça, il n'y a jamais eu aucune difficulté, aucune. Mais voilà, c'était pas un objectif forcément dans la famille à ce moment-là. Ok, donc toi, donc enfant, on va te passer l'âge des 10 ans maintenant, et maintenant tu te dis, bah ok, dans la vie, qu'est-ce que je veux faire, comment je me vois, quel était ton a priori sur la vie que tu allais mener? Ça a toujours été très clair. Moi, j'ai quasiment toujours su ce que je voulais faire, pas du tout ce que je fais aujourd'hui, paradoxalement. Mais moi, de mes 10 à mes 15 16 ans, je pense que dans ma tête, je pensais encore que j'allais être star du tennis ou star du foot, quoi. Tu vois? C'est quand je suis arrivé à la fac que je me suis dit que c'est sûr que j'allais pas y arriver. Mais non, mais moi, je suis un gros passionné de sport, foot et tennis notamment. Et donc, du coup, pendant l'adolescence, j'étais vraiment un gamin qui était motivé que par le sport. Voilà, c'était mon créneau numéro un. Franchement, souvent les gens rigolent, tu vois, même les filles à l'adolescence, etc. Ça m'intéressait pas du tout. J'étais focus uniquement sur le sport et aller droit dans ma route, etc. Et j'ai toujours, voilà, aimé le sport. Et j'ai toujours très tôt voulu une qualité de vie confortable. Pourquoi? Parce que justement, on a eu la chance d'avoir notre père à la maison qui était commercial, mais hyper présent. Il venait manger avec nous les midis, le soir, il rentrait pas à 22 heures, il était là à 17 heures. Donc, on a eu une grosse présence de nos parents. Et donc, en fait, je pense que j'ai grandi avec cette grosse présence et je me suis rendu compte à quel point c'était exceptionnel ben, voilà, d'avoir des parents proches de soi. Donc, moi, j'ai toujours, dans mon orientation professionnelle, je me suis toujours dit le temps avant l'argent. Voilà, je me suis toujours dit je veux une qualité de vie importante. Donc, j'adorais le sport. Je me suis vite rendu compte que j'avais une fibre avec les enfants, que c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, le métier de prof de PS, assez vite, est arrivé naturellement dans mon esprit. Pas à 10 ans, mais 13, 14 ans, à cet âge-là, j'ai pas du tout galéré pour l'orientation pendant cette période-là. Tu vois. J'ai deux questions là qui me viennent dans ce que tu me dis. Premièrement, quand tu as dit, je me suis rendu compte de la chance que j'avais par rapport à mes parents, ça c'est quelque chose qui est tout bête, mais moi je suis parent justement, Ouais. de trois enfants, et on est très présents. Et je te jure, des fois je pète un plomb parce que je me dis, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir des parents aussi présents. Donc Et quand ben est-ce que tu en es rendu compte? Quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? c'est vraiment une super question et franchement, c'est incroyable que tu la poses parce que bah, dimanche dernier, on était en repas de famille avec nos parents justement et j'ai discuté justement de ça avec ma mère, véridique, incroyable. Et je lui disais justement, maman, c'est franchement, j'ai commencé à m'en rendre compte quand je suis devenu adulte, pas avant. C'est-à-dire que quand tu es ado, tu es un peu ingrat, pas que tu es ingrat, mais en vrai, tu réalises pas. Tu réalises pas. Et c'est quand tu rentres dans le monde adulte avec toutes les contraintes que ça implique, avec le monde tel qu'il est vraiment, que tu te rends compte vraiment de la chance que tu as eue et du rôle qu'a eu notamment ta maman.
Notre père, c'était un petit peu différent, mais notre mère, c'était un petit peu plus le travail de l'ombre que tu te rends moins compte, surtout pour une maman au foyer. Et donc, Ouais. j'ai vraiment réalisé ça, moi, à partir de mes 18, 19 ans, quand j'ai Ok. commencé à… Donc, t'inquiète pas, s'ils ne réalisent Ils pas s'en rendront encore, compte. ils s'en rendront compte plus tard. Et même, ils s'en rendront compte dans leur équilibre, si tu veux, dans la manière de réfléchir, dans leur stabilité, je pense, de ce que tu as pu leur apporter, quoi. Ok, très bien. Bah, tu réponds à ma question, mais du coup, je prends mon Tant mal en mieux. patience. Ouais, ouais. La reconnaissance viendra plus tard. Et la deuxième question, bon, je vais peut-être parler d'un truc qui va te faire mal au cœur ou je sais pas. Enfin, je sais pas. Non, non, Je non, vais te dire vas-y. un truc. Mais en fait, t'as quand même eu une forme de déception et d'échec sur ton espoir de devenir sportif de haut niveau. En fait, c'est loin de m'avoir traumatisé. C'était un petit peu un rêve de gosse que j'ai compris que j'atteindrais pas quand même assez rapidement. Mais ouais, c'est de l'ordre du grand rêve, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que si j'avais eu le choix, j'avoue, de faire tout ce que je voulais dans ma vie, c'est clair que j'aurais orienté, je pense, ma vie sur une carrière professionnelle dans le monde du sport. Voilà. Donc, mais tu vois, paradoxalement, je sais que je finirai ma vie, à mon avis, dans le sport de manière générale. Tu vois, je me vois bien à 40 ou 50 ans replonger dans le sport. Mais ouais, ça a été une sorte. Après, déception, c'est des grands mots parce que c'est pas vraiment pas quelque chose qui m'a traumatisé, qui m'a Oui, oui, heurté. oui. Juste, ça a toujours été dans un coin de ma tête et là aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins quoi. Mais oui, 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 en soi, c'est quelque chose que j'ai pas atteint et que j'aurais toujours aimé, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais t'as pris du recul par rapport à ça parce que, enfin, moi, ça m'intéresse aussi parce que, bon, en tout cas, mon premier enfant est très sportif et à fond, Ouais. à fond, à fond, à fond. Et en fait, toi, t'as eu, enfin, je sais pas quand t'as eu, est-ce que tu t'es dit, ah bah, j'aurais peut-être pu ou si j'avais, non, t'as jamais eu de regret en fait. Tu t'es jamais Non, dit, non, j'ai pas eu les moyens. j'ai toujours été bon en sport. À une époque, je me suis peut-être dit que je pouvais être très bon. Mais c'est marrant, tu vois, le déclic où je l'ai eu, où j'ai compris qu'en fait, j'étais mais à des années-lumière et que je suis revenu dans le monde réel, c'est quand je suis arrivé à la fac, première année de fac de sport, je me rappellerai toujours, parce que tu sais, quand tu es au collège, à la limite, être le meilleur en sport, c'est assez facile, tu vois, tu es dans un… Voilà, c'est facile. Mais quand tu arrives à la fac de sport, tu te retrouves qu'avec les numéros un de partout qui étaient bons en sport au collège, si tu veux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs, des experts en natation, en athlétisme, des athlètes, en fait, vraiment, mais qui Ouais. me mettaient à terre. Je me suis rendu compte à quel point j'étais nul sur certains trucs. Et c'est athlétiquement, en fait, que j'ai compris que j'y arriverais pas. Parce qu'en fait, les sportifs de haut niveau, moi, tu vois, techniquement, je suis quelqu'un qui me débrouille bien, sans rentrer dans le détail. Au foot, au tennis, tu vois, j'ai une bonne technique. Mais par contre, athlétiquement, je suis pas grand, je cours pas très vite, j'ai pas des qualités intrinsèques hyper fortes. Et je me Oui, suis oui, rendu oui. compte à la fac qu'il fallait quand même, dans la plupart du temps, il y a toujours des exceptions, mais il fallait ça pour l'être. Et j'ai compris que je l'avais pas intrinsèquement. Donc ça m'a aussi rassuré un peu en mode, écoute, Anto, t'aurais beau pu faire tout ce que tu voulais, de toute façon, tu serais pas arrivé. Ouais, donc sans regret, quoi. En mode Sans sans regret. regret. Sans regret, sans regret. Ok, ok. Donc du coup, tu démarres en tant que prof de PS. Yes, J'imagine que tu kiffes bien, non? Ça doit être sympa, enfin, au démarrage. je m'éclatais, franchement, je m'éclatais en tant que prof. Donc, bah déjà, ouais, 4 5 ans d'études, le concours que j'ai eu la chance de réussir, et ensuite 4 ans de prof. Donc, ouais, dans un collège avec les enfants, les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes, les troisièmes. Et franchement, je dis toujours, je n'ai pas arrêté ce boulot de prof parce que je n'aimais pas. Je l'ai arrêté parce que j'ai eu envie d'explorer d'autres portes et aussi pour un point de vue financier. Mais si un jour je dois y revenir, ça ne sera pas du tout une tare. J'aimais ce que je faisais. Voilà, ça me plaisait. Trop, trop bien. Mais alors, par contre, pour le coup, tes collègues, c'est des fonctionnaires. Enfin, je sais pas, j'ai rien contre les fonctionnaires, Non, non. mais en tout cas, statistiquement, par rapport à la vision de l'investissement immobilier, Ah bah, t'es baigné là-dedans. Là, d'où tu me sors? Tiens, j'ai investi dans l'immobilier, quoi. Enfin, comment ça t'est venu cette affaire alors? ça m'est venu de deux choses. Déjà, l'environnement familial et de mes amis qui n'était pas du tout le même qu'au collège. J'arrivais à faire la part des choses, tu vois, avec la maturité que j'avais à l'époque. Et donc, c'est venu vraiment de deux choses, l'investissement. Déjà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, c'était quand je démarre prof, j'avais 22 ans. Alex, mon petit frère, donc du coup que vous aurez l'occasion de découvrir, il en avait 19. Et lui, à 19 ans, il se lance, il investit avec un prêt étudiant, il fait son premier appart. Il vous détaillera plus que moi. Donc en fait, j'ai ce volet compétiteur un peu en moi, où j'ai le frangin de 19 ans plus jeune que moi, qui passe à l'action, qui investit, si tu veux. Ça me pique un peu. Je me dis, si Alex le fait, pourquoi pas moi? Je suis le grand… En plus, moi, je suis grand frère, etc. Donc voilà, il y a le côté Alex passe à l'action, et aussi, honnêtement, et c'est surtout ça, plus qu'Alex, ma situation de l'époque. C'est-à-dire que quand je suis arrivé prof, j'adorais, mais je me suis pris la réalité de plein fouet, 1 700 € avec tout ce que la vie implique en termes de charges, de dépenses courantes, une volonté d'avoir le même train de vie que quand j'ai pu grandir adolescent avec mes parents, etc., voyages, cadeaux, etc. Je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être possible.
Et c'est bête parce qu'en soi, tu le sais, tu vois, quand tu t'engages dans le métier de prof, et c'est pour ça que je dis aux gens, et j'aime pas trop les gens qui se plaignent derrière du métier de prof, parce que je le savais que j'allais gagner 1700, 1800 euros. Je l'ai toujours su. Quand tu t'engages dans prof, tu as une grille et je ne m'attendais pas à gagner 4000 euros. Mais c'est juste que je pense qu'il y a un décalage entre l'image que tu te fais de ce que ta vie peut être et la réalité. Et moi, en tout cas, je me suis retrouvé avec 1007 et encore, on vit à Saint-Etienne. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que ça serait si j'étais à Paris, à Lyon, à Bordeaux avec un loyer de. Moi, j'étais tout seul à l'époque dans un appart. Et si j'étais avec un loyer de 8 ou 900 euros, alors qu'à Saint-Etienne, j'étais logé pour 350 euros, tu vois. Donc, malgré tout ça, des petits loyers, etc., quand t'enlevais tout, il me restait peanuts quasiment. Franchement, alors après, c'est ce que je dis. J'étais pas sous un pont, c'est important, j'avais de. Voilà, c'était pas la catastrophe. Mais j'avais envie de plus, en fait. J'avais envie de partir, d'emmener ma compagne quand je voulais en week-end. J'avais envie de gâter mon frère à Noël ou ma soeur, mes parents. J'avais envie de partir l'été 3 semaines si je le voulais. Et ça, j'ai vite compris que si je restais dans cette situation, ça allait pas être possible. Mais alors, la question que je me pose, c'est tes parents, quand tu t'es dit, tu leur as dit, je veux être prof de sport, ils t'ont pas dit, non mais attends, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, c'est vraiment un bon plan, Anthony. Ils t'ont rien dit, ils t'ont dit, ok. Ah non, au contraire, franchement, ils nous ont toujours soutenus dans tous nos choix. Et moi, franchement, à l'époque, j'étais en adéquation de mes 18 à mes 24. J'étais sûr de moi, hein. Je voulais faire prof de PS. Ça amenait une vraie qualité de vie que j'avais envie d'avoir. J'aimais ce boulot. Donc, non, non, ils voyaient que j'étais épanoui. Ça se passait bien au niveau des études. C'était entre guillemets un long fleuve tranquille. Donc, si tu veux. Et puis, comme ils ont toujours mis l'accent eux aussi sur l'aspect, le temps, plus que l'argent pour être heureux dans la vie, voilà, ils se sont dit, il est dans la bonne voie, quoi. Et en soi, j'étais aussi dans la bonne voie, tu vois. Je regrette pas d'avoir fait tout ça parce que ça m'a aussi permis de beaucoup investir dans une très bonne situation, tu vois. Donc, mais non, non, les parents, ils nous ont jamais mis de hola ou d'alerte. Ok, ok. Ça s'est fait avec le temps naturellement, quoi. Trop, trop bien. Franchement, ton enfance, elle fait rêver, hein. Tes parents, ils ont l'air trop cool. Ah, et ils sont cool, nos parents. Ils sont cool. Franchement, Ah, c'est chouette. comment dire, je trouve plus les mots, mais je souhaite honnêtement à tous les enfants d'avoir l'enfance qu'on a eue avec Alex et Amandine, parce que il y avait vraiment tous les ingrédients pour être heureux et pour bah voilà, développer des beaux projets plus tard, quoi. Donc, ils y ont mis tout ce qu'il fallait. Ok, bah non, mais trop cool. Et donc, la question maintenant que je me pose, en fait, parce que tu t'en as parlé un petit peu, donc il y a eu ton frère qui a commencé à investir. Toi, tu te rendais compte que l'adéquation entre tes revenus et le lifestyle que tu voulais avoir, il y avait un décalage. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu te souviens, tu t'es dit non mais là, faut vraiment que je fasse un truc quoi. Tu sais genre, non t'as pas eu un moment particulier ou des Non, anecdotes non, qui non. t'ont frustré? Ça s'est fait naturellement dès que j'ai été prof, quasiment dans les années qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi. Alex est passé à l'action. J'ai commencé tout de suite à réfléchir en fait à des compléments de revenus, comment je pouvais faire pour améliorer mon train de vie. Et de fil en aiguille, je suis tombé dans l'immobilier. Il n'y a pas eu un moment clé où je me suis retrouvé dos au mur. Ça a été plus ma situation globale de l'époque, rapportée à mon train de vie qui m'allait pas, où je me suis dit il faut trouver une solution, quoi. Pas eu de ouais, pas de déclic particulier par rapport à ça. Et t'avais réussi à faire un peu d'économie ou t'étais en mode sans Bah, économie pas du tout, honnêtement, bah, je démarrais dans la vie active, hein, et autant nos parents, on a manqué de rien, mais ils n'ont pas blindé, et heureusement, ils ont bien fait, ils n'ont pas blindé nos comptes en banque. Donc, c'est-à-dire que quand on a démarré, il y avait quasiment rien. Je devais peut-être avoir, je sais pas, 5 ou 10 000 euros de côté à l'époque, plus mon salaire de prof, 1 700 euros. Donc, voilà, je démarrais, on va dire, de quelque chose de très classique. Ouais. Voilà. Et bah, c'est après, par contre, que quand tu engranges un petit peu, ça commence à faire boule de neige, quoi. Mais oui, oui, non, non, j'ai démarré avec. Je gagnais 1 700 euros par mois et même j'étais prof stagiaire quand j'ai acheté mon premier appart. Donc, c'est-à-dire que je n'étais pas encore titularisé et je gagnais 1 300 ou 1 400 euros. Et j'ai acheté le premier appart à l'époque où j'étais stagiaire, donc avec 1 300 ou 1 400 euros. Donc, avec un tout petit peu d'apport, enfin, un tout petit peu d'épargne, parce qu'on n'a pas mis, à l'époque, il n'y avait pas d'apport. On pouvait investir sans apport. Donc, ouais, voilà un peu comment c'est venu. Et donc ça c'était en quelle année? Ça, c'était 2017. Le premier appartement, c'est 2017, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, ouais, donc t'es un ancien, entre guillemets, enfin, enfin, un ancien, je sais pas si c'est un grand mot, mais par rapport aux gens que j'interviewe sur le podcast, il y en a pas mal qui ont démarré en 2020, enfin, qui ont démarré plus tard, donc t'es un peu plus ancien, quoi. Pas un méga ancien, mais... Non, non, on a démarré en 2017. Voilà. Ok, On a démarré, le premier investissement était en 2017 et après, on a enchaîné très fort, surtout en 2019, 2020, ça a été des grosses années. ok, ok. Et donc, là, tu te dis, ok, je démarre. Ton frère, il avait déjà attaqué sur les logements atypiques ou vous Pas étiez du déjà tout. sur ce truc-là? Vous étiez en mode... C'était quoi votre stratégie?
Une autre stratégie, c'était d'essayer de générer des revenus complémentaires par rapport aux stratégies de l'époque. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup d'immeubles de rapport. J'en ai acheté deux, un immeuble de 5, un immeuble de 8, mais on était sur la location longue durée meublée. Voilà, classique. Et un peu de nu aussi. Donc, on a fait en fait achat-revente en résidence principale, immeuble, colocation et de la location courte durée, mais classique. Mais on était entre 2017 et 2020, 2021, l'atypique n'existait pas dans notre tête. Parce que bah déjà, la location courte durée, nous, on n'en faisait pas au début. Pourquoi? Parce qu'on vient de Saint-Étienne. Donc, en fait, le premier réflexe que tu as, c'est de te dire qui va louer des chambres à la nuit à Saint-Étienne, une ville qui n'est pas forcément connue pour être hyper reluisante, donc dans une ville moyenne. On avait plein d'a priori, plein de fausses croyances sur la location courte durée. Donc, on l'a vraiment mis de côté pendant 3-4 ans. Et donc, c'était des stratégies d'investissement beaucoup plus, au début, beaucoup plus classiques. C'est que par la suite qu'on est arrivé sur l'atypique. C'est super intéressant parce que du coup, tu as quand même un avis, enfin, tu as une vision de plusieurs formes d'investissement. Tu as fait du nu, enfin, non, tu n'as pas fait de nu, j'imagine quand Si, même. si, 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 on a Ah, tu as fait fait du du nu nu, aussi? on a fait du nu, du meublé, de la coloc, de l'achat-revente, ouais, des immeubles, LCD classique, en France, à l'étranger. Donc, on a vraiment essayé de. T'as jamais tout fait, mais on a vraiment essayé de toucher à tout quand même. Et là, tu t'es associé avec ton frère à un moment donné ou vous faisiez chacun de votre côté? Les deux. On a fait les deux. En fait, on a fait des projets séparément de notre côté. Tu vois, mes deux immeubles, je les ai achetés tout seul parce qu'on voulait notre propre cash flow avec Alex. Et aussi sur des projets, et avec Alex et en famille, on s'est associés parce que bah, y a aussi une dynamique familiale dans ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir de tout. Des projets qui sont qu'à nous et des projets où on était aussi en famille, soit avec Alex ou soit avec aussi notre petite sœur et nos parents. Ok, trop trop bien. Comment ça vous est venu? Enfin, ça se passait bien en fait. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, faut qu'on trouve une autre stratégie ou est-ce que. Comment ça s'est passé? En fait, c'est pareil. Alex t'en parlera plus que moi. Tu vois, je pense que ça sera hyper intéressant dans le podcast de creuser avec lui là-dessus. Mais en fait, c'est Alex, encore une fois, qui a été l'initiateur de ce mouvement atypique, on va dire. Moi, je suis passé par les immeubles de rapport. Donc, en fait, j'ai fait des bons en avant très forts pour atteindre mes objectifs. Moi, je voulais remplacer mon salaire de. Au début, je voulais qu'un complément de revenu. Mais quand j'ai fait le premier immeuble que j'avais 500 euros de cash flow, je me suis dit, bah, si je fais ça fois 4, j'ai remplacé mon salaire, quoi. Donc, je me suis pris un peu de fièvre acheteuse et je suis tombé dans la marmite de l'immobilier. Et donc, du coup, moi, j'ai fait les immeubles, ça m'a permis d'aller très vite, en fait. Donc, j'ai pu quasiment remplacer mon salaire avec deux opérations. Alex, lui, il avait fait plein de petites opérations hyper rentables, mais avec des tout petits budgets. Donc 50 euros de cash flow par-ci, 150 euros de cash flow par-là, etc. Mais donc, en fait, malgré tout ce qu'il avait investi pendant 2-3 ans, il était loin de son objectif qui s'était fixé et qu'on s'était fixé de remplacer nos salaires de l'époque. Et le problème, bah, c'est qu'il avait investi quand même. En 3 ans, on avait lancé la construction à Bali, ça sera un autre sujet, on avait fait plusieurs opérations, etc. Donc en fait, 2020, il arrive, on lance, non, non, je dis n'importe quoi, on n'avait pas lancé mon plan IMO, mais il se retrouve un petit peu surendetté déjà par rapport à tout ce qu'il avait fait. Et en fait, il se dit comment je vais pouvoir faire pour générer du cash flow et rattraper mon retard, mais avec un petit budget. Parce que si, il y avait que les immeubles qui existaient à l'époque ou la colocation, mais il n'avait pas le budget pour. Donc là, il s'est dit petit budget, grosse renta, comment je peux faire? Et c'est là qu'il a commencé à creuser le Airbnb, qu'il a commencé, malgré nos fausses croyances, à voir qu'à Saint-Étienne, il y avait des logements thématiques qui cartonnaient plus que les logements classiques. Il a fait le premier, il s'est lancé, et après, derrière, boîte de Pandore, ça a donné l'envie d'enchaîner. Mais c'est venu de là, en fait, si tu veux, l'atypique. C'est super intéressant parce que ça me fait penser aussi à notre histoire à nous avec Cyril, parce que nous, tu sais, nous aussi, on a commencé Ouais. sur les immeubles et on est resté toujours sur les immeubles. Enfin, maintenant, je veux plus rien d'autre qu'un Ouais. immeuble. Mais bon, ça, c'est un truc. Mais en gros, on avait fait notre premier immeuble et le cash flow, il était pas waouh. Enfin, pas waouh. On était à peu près 500 euros au démarrage sur le cash flow du premier immeuble. Et quand on a fait notre deuxième immeuble, bah, pareil, on atteignait les 700, 800 euros de cash flow. Mais bon, 1300 euros de cash flow quand tu vas avoir 3 enfants, bon courage, quoi. Tu vois, t'es pas libre. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on avait tout réfléchi en mode on peut tout basculer en location courte durée. Enfin, une partie des logements, on les avait Bien prévus sûr. comme ça. Et après, on a eu la chance de réussir à faire quand même du volume et racheter encore un immeuble à 15 logements. Et donc, en Ok. fait, avec le volume, on n'a pas eu besoin de passer en location courte durée. Mais c'est vrai que en backup, on avait toujours prévu, et on l'a toujours d'ailleurs, hein, il y a une partie des logements qui sont meublés, nickel, pour si jamais on a besoin de plus de cash, on les rebascule, quoi. Ouais, ouais, tu peux faire le switch. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si tu veux, l'atypique s'est accentué aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de choix. En fait, ce volume-là qui était possible dans les années, j'appelle ça l'Eldorado bancaire, entre 2017 et 2020, on n'est plus du tout dans la même conjoncture. Donc, c'est de plus en... Le volume, il est très difficile à faire aujourd'hui. Pour monsieur, madame, tout le monde, tu vois, quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie, il peut encore faire du volume. Mais pour ma situation de l'époque prof, j'allais pas acheter 3 immeubles, tu vois, si on était aujourd'hui. Donc, voilà, l'atypique aujourd'hui, ce qui est top, c'est que tu peux vraiment, avec des petits budgets qui sont accessibles à tous, eh ben, générer des grosses rentabilités et faire des gros bons en avant.
Mais alors attends, parce que moi, il y a un mot quand même qui me perturbe. C'est Eldorado bancaire. Parce que, on va en parler si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant que, entre guillemets, c'est plus compliqué, les taux sont remontés, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai déjà eu quelqu'un aussi sur le podcast qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était hyper facile d'avoir des prêts il y a 3 ans. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était non plus hyper simple de présenter un projet où tu exploses tes 40%, 50% de taux d'endettement. Mais non, c'est pas plus. En fait, la différence, c'est que entre 2017 et 2020, tu allais chercher des conditions. Là, aujourd'hui, tu vas chercher la réponse, le oui. Je m'explique. Je parle d'Eldorado bancaire dans le sens où, en termes de conditions bancaires, sans apport, différé, taux d'intérêt, durée de mensualité de crédit, c'était beaucoup plus simple. Voilà, de pouvoir argumenter auprès du banquier, même si tu avais un projet rentable, pas rentable, avoir ces conditions-là, c'était beaucoup plus simple. Et donc, forcément, quand tu peux faire du 25 ans et du sans apport plus facilement, bah, ça ouvre le champ des possibles à monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus restrictif. Donc, tu peux toujours avoir un oui ou un non, mais déjà, si tu as un oui, tu es content. Tu vois, tu vas plus chercher dans le détail les conditions comme avant à gratter. Aujourd'hui, s'il te dit 10 000 euros d'apport, tu peux négocier, mais tu es déjà content qu'on te dise oui et qu'on te suive sur ton projet. Tu vois, c'est la grosse. C'est pour ça que je parle d'Eldorado bancaire, parce que c'était. Moi, je suis convaincu que si j'avais été. Si aujourd'hui j'étais prof, je démarrais, c'est-à-dire qu'on prend ma situation de 2017, on la met aujourd'hui en. Mais je ne fais pas du tout la même chose. Hein. Les 2 immeubles, je suis convaincu que ça aurait été hyper compliqué. Bah, déjà, ils m'auraient demandé de l'apport, je n'aurais pas pu le mettre. Et donc, c'est pour ça qu'obligé de s'adapter en termes de stratégie. Mais en fait, moi, ma lecture par rapport à ça, c'est que, enfin, en tout cas, nous, les gens qu'on coach, on les challenge à fond encore sur les conditions bancaires, même aujourd'hui. Ah, mais bien sûr, il tu vois, faut. je veux dire, il n'y a Bien pas sûr. de... C'est pas mort, c'est plus Tu vois, difficile, mais bien sûr, c'est pas mais mort. par contre, là où je te rejoins complètement, c'est vraiment le côté où l'apport maintenant, enfin, avoir de l'argent de côté, c'est devenu un peu la base. Et si tu l'as pas, là, c'est mort. Alors qu'avant, tu n'avais pas d'argent de côté, tu pouvais encore tenter d'avoir des crédits. Là, aujourd'hui, tu n'as plus d'argent de côté. C'est juste tellement C'est dur. basique que tu peux plus te dire j'ai 0 cash de côté, je me lance. Moi, c'est plus sur ce point-là que j'aurais dit. Mais par contre, les conditions bancaires, on peut encore les négocier. Et moi, j'avais trouvé ça quand même dur à l'époque pour notre troisième bien sûr. immeuble, d'avoir notre prêt, d'avoir le oui. C'était Mais pas... parce que c'était un immeuble de 15 appart aussi, et c'était le troisième, tu vois. Ouais, C'était avec gros travaux, tu vois. avec Donc quand gros les gens travaux. disent c'était super facile, tu sais, je suis là, je me rappelle encore le stress et tout. Après, voilà, c'est sûr, il faut mettre en corrélation aussi la nature du projet, tu vois. Un Ouais, immeuble de ouais. 15 ou un immeuble de 3 ou un Oui, appart ou une coloc avec. C'est sûr. Mais toi, c'est oui. sûr que c'était un projet ambitieux. Donc, Ouais, 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 donc ouais. ouais, Non, je mais comprends voilà. que. Des fois, les Eldorado, je suis en mode, ouais, tu Ouais, sais, c'est comme les gens qui te disent après que tu t'es soit lancé, ouais, mais pour toi, c'était facile. Je fais, ouais, non, mais ouais, non, attends. non. Non, non, mais c'est sûr, je comprends ce que tu veux dire. Faut nuancer aussi, c'est important. Non, mais voilà. Mais en tout cas, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est clair, enfin, tous les auditeurs, mettez de l'argent de côté, c'est la base. Faut C'est avoir des important. économies, quoi. Sinon, c'est trop compliqué. C'est sûr. Ok, ok. Donc, vous vous lancez et Alexandre découvre l'atypique, il se lance, il ouvre entre guillemets la voie. Et tu te dis, bah, Exactement. allez, go, moi aussi, je vais faire ça. Est-ce que vous avez basculé vos logements existants en atypique au fur et à mesure ou est-ce que c'est les projets suivants que vous avez fait en atypique directement? Bah moi, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'ai un immeuble de 5 appartements, j'ai un locataire au rez-de-chaussée qui est parti et j'ai fait un cinéma à l'intérieur, un cinéma privatif, un logement sous le thème du cinéma. Donc, ouais, au fur et à mesure, nous, bien sûr, on a réfléchi à le patrimoine qu'on a arbitré pour pouvoir basculer certains logements en LCD Speak, c'est ce que je suis en train de faire. Et aussi, moi, j'ai vendu, tu vois, j'ai réarbitré mon patrimoine concrètement. J'ai vendu un immeuble pour réinvestir sur des appartements atypiques. Mais Alex, du coup, dans la foulée, il a fait le deuxième. Et là, on est en train de développer pour 2024. Il va y avoir plein de très beaux projets atypiques qui vont arriver aussi. Je le tease un petit peu là, mais on est sur deux, trois projets extrêmement sympas qui vont arriver voilà, dans les mois à venir. Mais ouais, mais c'est assez récent, hein, les logements atypiques. C'est vraiment depuis 2021-2022 donc, qu'on a pris ce tournant-là. Et toi, en fait, donc ce qui est pas mal, c'est que. Attends, parce que moi, ce qui est un truc de dingue, c'est que quand tu me dis. Alors, pour t'expliquer le contexte, Ouais. nous, on a les 3 premiers immeubles qui nous font vivre aujourd'hui, on est libre grâce à ça. Et on a acheté un appartement pour une RP, donc pour nous en résidence principale, on est en travaux encore dedans, on n'est pas encore emménagé dedans. Et il est en copropriété. Et moi, franchement. C'était bon, j'ai vu, j'ai compris, plus jamais. Ouais, non, mais je comprends. Donc, quand tu me dis j'ai vendu des immeubles pour acheter des apparts, tu sais, moi, c'est le truc, genre, jamais je ferais ça. Ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que. Bien sûr. Bah, comment dire, il faut remettre un petit peu dans le contexte différents éléments. Je suis 100% d'accord avec toi. Les immeubles de rapport, un des gros avantages, c'est l'absence de copropriété. Tu es maître à bord, tu es ton propre patron, tu fais ce que tu veux. On ne t'embête pas pour un coup de peinture, un escalier, un ascenseur, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Mais après, il s'est trouvé que moi, l'immeuble, c'était particulier. C'est parce que c'était vraiment le moment de vendre, notamment au niveau du DPE, etc. Je pouvais faire une belle plus-value. Donc, stratégiquement, c'était le moment de vendre. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec un budget entre 50 et 100 000 euros, avec un budget qui est donc divisé par 3 ou 4 par rapport à un immeuble,
tu dégages x2 ou x3 en termes de cash flow ou de rentabilité. Donc, ça amène quand même au pragmatisme, tu vois, ou à se dire, si on a un immeuble, moi, je trouve que c'est bien de mixer, d'avoir un peu de location. Je ne dis pas qu'il faut faire tout en atypique, tout le temps, puis c'est pas ça qu'il faut faire. De mettre de l'atypique à l'intérieur des immeubles, c'est ce que je suis en train de faire sur mon premier immeuble. Mais sinon, oui, ça peut valoir le coup, en fait, si tu veux, de partir sur des immeubles ou des petites copros d'investisseurs, parce que tu ne vas pas cibler les copros des années 70 avec papy-mamie qui vont te prendre la tête à l'interphone, qui vont te prendre la tête toutes les 2 minutes, mais cibler des petites copros d'investisseurs pour mettre en place des logements atypiques. Oui, je pense que c'est, même si tu as la copropriété, tu peux le traiter et ça peut te permettre quand même de faire des grosses opérations. Et en fait, encore une fois, ça dépend de ton pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tu as la possibilité de soulever un immeuble, soulève un immeuble. Nous, ce qu'on aime avec les logements atypiques, c'est simplement que ça donne l'opportunité, encore une fois, même en 2023 et dans les années à venir, à tout le monde, parce que pour le coup, 50-100 000 euros, c'est tout le monde qui peut le faire quasiment, pas comme un immeuble de 300-400 000 euros avec plusieurs appartements. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, il faudrait faire les immeubles, c'est le top. Mais à défaut, si c'est bien fait, en copropriété, tu peux aussi faire des belles opérations et notamment ces projets atypiques, quoi. Trop bien. Non mais oui, mais je rassure tout le monde, dans les personnes qu'on accompagne aussi, on a des personnes qui font des apparts et de toute façon, quand tu as le choix, l'immeuble c'est quand même le Graal, mais si t'as pas le choix, tu fais un appart, tu vas pas te dire ah bah non, j'investis pas parce que je peux pas acheter d'immeuble, ça serait ridicule. On est d'accord. Exactement, exactement. Ok, et ce qui m'intéresse rapidement aussi, parce que c'est un petit point technique peut-être que les auditeurs se posent, c'est quand tu achètes un appartement dans une copropriété et que tu veux faire de la location courte durée, qu'est-ce que tu dois vérifier pour que ce soit possible et que tu vas pas te faire entre guillemets embêter par le voisinage ou les autres copropriétaires? Déjà, c'est le règlement de copropriété. La base, c'est le règlement de copropriété. Checker s'il y a une clause de bourgeoisie ou pas, si ça interdit la location saisonnière. En fait, c'est vraiment dans le règlement de copropriété que tu vas avoir la grosse réponse à ta question. Alors, il faut que tu expliques aux auditeurs clause de bourgeoisie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire tout simplement au niveau de la clause de bourgeoisie que tu ne pourras pas faire de location courte durée à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des appartements qui doivent avoir une destination d'habitation ou des caractéristiques très précises. C'est-à-dire que si tu veux l'exploiter en location courte durée, tu ne pourras pas. Parce que c'est des appartements qui sont, entre guillemets, préservés, protégés pour une certaine destination, à savoir la plupart du temps de l'habitation. Ok. Non mais c'est très clair. Est-ce que... Alors, moi, je m'y connais pas très bien en logement atypique encore. Je crois que j'ai loué une fois maintenant un logement atypique. Je pense que je pourrais dire ça, mais encore, je sais pas si ça rentre dans tes critères de l'atypique. C'est que tu me diras, nous... Alors, si, on a fait 2-3 trucs atypiques. Attends, je te raconte mes aventures atypiques en tant que cliente, tu vois, parce que et tu me diras si pour toi c'est de l'atypique. Donc, on a déjà fait la cabane dans les arbres, là. Bien sûr. Une cabane dans les arbres en forêt, ça c'était sympa. On est d'accord, on dit que c'est atypique. Ok, on est d'accord. Insolite même. Ah, c'est même insolite, c'est encore plus quoi. Je t'expliquerai comment je vois les choses. Et ensuite, le dernier truc qu'on a fait en date, c'est qu'on est allé à Center Park et en fait, ils ont créé des logements ultra thématiques. Donc en fait, c'était le logement château fort. Donc tu avais dans le salon un petit château fort construit pour les enfants. Il y avait une petite porte secrète qui amenait à la chambre. Enfin, il y avait des petits détails assez sympas. Et la déco, évidemment, qui est tout dans le thème château fort. Et puis, ils ont fait ça pareil pour d'autres trucs. Enfin, je fais la pub de Center Park. Mais bon, bref. On a fait ça. Et là, je me suis dit, c'est vrai que c'est sympa parce que au lieu d'aller dans le logement basique de Center Park, bah, tu sais, tu fais vivre aux enfants une vraie aventure rigolote et tu t'en rappelleras toute ta vie de ton appartement château fort, quoi. Est-ce que ça, c'est un atypique, ça? Ah, mais bien sûr, on est exactement dans ce qu'on attend par atypique, c'est-à-dire une thématique à l'intérieur d'un logement. Et pour faire simple, en fait, nous, quand on parle d'atypique, c'est créer une expérience chez les voyageurs. Voilà. Donc, le but, c'est que tu vives quelque chose de différent, une expérience. Ça peut être par la décoration, par une balnéo, par un flipper, par un jacuzzi, par un cinéma, par la jungle, par plein de choses. Mais c'est créer de la diversification, de la démarcation et une vraie expérience. Donc là, dans tout ce que tu me racontes, on est en plein dedans. Ok. Bon, bah voilà, donc j'ai dormi dans un logement atypique. Et d'ailleurs, voilà, et je pense que c'est pour ça aussi que tu t'es orienté là-dessus à l'époque. C'est parce qu'il y avait ce petit élément en plus par rapport au basique. Bah oui, c'est que quand t'as le choix, et c'était dingue, hein, c'est que j'étais prête à mettre, je sais plus combien de plus pour le week-end, 200 € ou 300 € de plus pour le week-end, juste parce qu'il y avait une décoration château fort, parce que je me suis dit, ça va nous faire kiffer, quoi. Là, en plus, ils sont trop forts parce que c'est encore pire. Ils touchent aux enfants. Donc, c'est-à-dire les parents, quand ça touche à nos enfants, je me projette, hein, j'ai pas d'enfants aujourd'hui, mais je sais ce que c'est. Tu te dis, je suis prêt à mettre, si je sais qu'ils ont des étoiles dans les yeux et qu'ils vont être tout contents, bah, je peux rajouter un petit. Donc, c'est un créneau encore plus intéressant. Parce que toi, typiquement, tu pourrais me donner des exemples de projets atypiques que vous menez, de thèmes, pour que les auditeurs se rendent compte concrètement qu'est-ce que c'est en fait? Concrètement, le thème le plus connu aujourd'hui en France, qui s'est le plus démocratisé, c'est les love rooms. Voilà. Donc après, love room, il faut faire attention parce qu'il y a love room et love room, mais c'est tout simplement des chambres où il y a une balnéothérapie, une baignoire avec des bulles comme un jacuzzi, et où les couples viennent passer un bon moment, tout simplement. Donc ça, c'est les love rooms, c'est la thématique la plus développée aujourd'hui.
Mais après, à l'intérieur des love rooms, tu as des love rooms grecs. Nous, Alex, il a fait une suite à Mantis, à Saint-Chamond, donc à côté de chez nous. Donc, il a fait un logement sur le thème de la Grèce. Pareil, il vous l'expliquera, avec une balnéo à l'intérieur, une ambiance pour les couples. Donc, tu as la love room, c'est ce qui est le plus connu. Ensuite, tu vois, moi, j'ai développé un concept de cinéma privatif à l'intérieur de l'appartement. C'est une cinéma room. Voilà, cinéma. Tu as la jungle aussi, jungle room. Ça, c'est un concept qui est pas mal développé aujourd'hui. Tu as les escape rooms, c'est mettre un escape game à l'intérieur d'un appartement. Mais après, tu as autant de thématiques qu'il y a d'investisseurs possibles, quoi, entre guillemets, parce qu'après, c'est le champ des possibles, il est immense. Tu peux faire une chambre sur le thème des sorciers, sur le thème des super-héros, sur le thème de la galaxie, tu vois, il y a vraiment plein de possibilités, quoi. Mais voilà pour donner un petit peu quelques exemples. Et il y a aussi, bien sûr, tu en as parlé, pour moi, atypique, c'est tout ce qui concerne les chambres à thème, ce qu'on vient de parler. Tu mets une thématique dans un appartement et après, tu l'exploites. Et ensuite, de l'autre côté, tu as aussi l'insolite. Cabane, Ok. bulle nature, houseboat, euh, yurt, etc. Où là, tu peux faire aussi tu peux faire beaucoup d'argent et des beaux taux de remplissage. Ce qui est intéressant, et peut-être qu'on pourrait creuser ça, tu me dis si je me trompe, hein, parce que moi je Ouais, pars pas de avec souci. mes a priori de personnes qui n'a jamais fait d'atypique en tant Bien qu'investisseuse, sûr. mais Love Room, en fait, ton client cible, c'est le couple. Cinéma Room, j'imagine, c'est soit un couple d'amis, soit un couple. Jungle Room, c'est famille avec enfants, non? Enfin, je vois pas des adultes ou pas. Et ben, en fait, chaque thème, bon, sauf la love room, je le mets de côté, mais c'est plus la love room est plus orientée pour les couples. Mais une jungle ou une cinéma, tu peux l'orienter en thématique familiale. Ça dépend en fait de ta cible. Moi, tu vois, mon cinéma, c'était tout petit, l'appartement, il faisait 25 mètres carrés. Donc, j'avais pas le choix, je suis parti sur un couple. En fait, la pièce de cinéma, il y a le lit à l'intérieur. Mais j'aurais eu plus d'espace potentiellement. J'aurais fait une pièce de cinéma dans l'appart avec 4-5 sièges où les amis, tout le monde peut venir. Et là, tu changes d'orientation, tu vois. La jungle, pareil. Moi, j'ai ma cousine qui a fait une jungle room à côté de Lyon. Elle a mis un filet suspendu et elle a une jungle famille, clairement, orientée sur la famille. Mais tu peux aussi avoir des jungles avec une balnéo, un jacuzzi, une ambiance un peu jungle, plus pour les couples. Il n'y a pas forcément de. C'est toi qui vas décider et ton secteur, de ta stratégie, sur quoi tu t'orientes. Mais ce qui est intéressant, peut-être, tu me dis si t'es pas Ouais, bien sûr. d'accord, mais quand tu fais un logement atypique, il faut quand même que tu aies ton client idéal en tête, parce que tu peux pas faire une jungle room avec un jacuzzi et des jeux d'escalade pour les enfants. Enfin, Tu peux toujours, mais oui, il faut, bien sûr, il faut que tu ça, c'est hyper important. Il faut un plan de route. Il faut, nous, c'est ce qu'on enseigne aux gens aujourd'hui. Les logements typiques, c'est un monde à part. Il faut une stratégie. Il ne faut pas y aller comme ça en se disant, ah ouais, je vais mettre une balnéo ou de la jungle dans un appart et ça va se louer. Non, c'est hyper compliqué. Il faut suivre vraiment les process les uns après les autres. Et si tu imbriques tout ce qu'il faut correctement, là, tu pourras potentiellement y arriver. Mais oui, oui, bien sûr, il faut réfléchir à tout ça. bon, bah là, tu m'as tendu une perche parce que du coup, tu m'as dit le process à suivre. Donc, toi, si tu pourrais nous faire un petit résumé du process là sur le podcast pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, les grandes lignes, en gros, voilà, peut-être qu'il y a un auditeur qui nous écoute et qui se dit tiens, j'aimerais peut-être me lancer dans l'atypique. Comment je m'y prends du coup? Bah, les grandes étapes, c'est les étapes classiques. C'est-à-dire que déjà, il y a première étape de réflexion. C'est point sur ta situation financière. Combien je gagne? Je calcule mon endettement. Combien est-ce que je peux emprunter? Qu'est-ce que je peux faire comme projet? Et quel est mon objectif? Est-ce que je veux léguer à mes enfants? Est-ce que je veux du cash flow tout de suite? Je veux changer de vie dans 2 ans? Voilà, il faut faire une petite introspection personnelle et financière en première étape. Voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est hyper important. Formation, contenu, il faut savoir dans quoi tu t'embarques. Voilà, pour aller plus vite, plus fort et éviter un certain nombre d'erreurs. Donc, peu importe comment tu t'y prends, mais je pense que c'est hyper important de se former et d'avoir les bonnes connaissances. Ensuite, passage à l'action. Donc, passage à l'action avec les différentes étapes d'un projet immobilier, phase de recherche du bien, phase de financement du bien, phase de réalisation des travaux. Ensuite, en location courte durée atypique, tu as l'automatisation. Comment j'automatise pour les entrées des voyageurs, le ménage, etc., la gestion. L'adaptation de ma fiscalité. Voilà. Donc, quel est le régime que je vais choisir pour éviter de me faire allumer au niveau des impôts? Et ensuite, j'encaisse et je profite. Voilà. Donc, j'ai plus compté combien ça doit faire d'étapes. Ça doit faire 7 ou 8 grandes étapes. Mais moi, je m'y prendrai comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre au niveau de la réflexion d'un projet immobilier. Ok, ok, ouais, non, mais c'est un chemin tout à fait classique. J'imagine, du coup, c'est comme ça que vous déroulez votre formation, si jamais quand vous vendiez Bien votre sûr, formation sur ces grands thèmes. Mais c'est des thèmes classiques, nous, c'est pareil, donc je vois le point. Mais c'est plus par rapport aussi, ma question, c'est imagine quelqu'un a déjà un appart, là, il l'a déjà acheté, il se dit, oh là là, un peu comme ce que tu disais, je me rends bien compte que ma liberté financière, avec mon petit cash flow de 50 ou 100 euros par mois, c'est pas viable et je vais jamais être libre. Tiens, j'aimerais le transformer et il faudrait que je voie les choses en mode je vais en faire un logement atypique, mais j'imagine qu'il y a plein d'écueils et tu dois voir plein de gens qui se plantent total, non, sur l'atypique.
Ah, mais nous, on en a qui rejoignent le programme. Ils ont mis une balnéo dans un appart. Ils pensaient faire un logement atypique, mais ils n'y arrivent. Ils louent pas. Ils louent, je sais pas, 3 4 nuits dans le mois et ils n'y arrivent pas. Donc, parce qu'ils oublient. Et c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur qu'ils font en général? L'erreur, c'est l'atypique en carton. L'erreur, c'est l'atypique en carton. C'est je mets une balnéo dans un appart avec aucune atmosphère, aucune expérience, ou je mets une liane dans la cuisine pour dire que c'est une jungle et je pense que je vais cartonner. Non, il faut aller au bout de son concept. Donc, les gens font des erreurs de positionnement marketing sur leur annonce et sur leur projet. Et ensuite, c'est toute la partie gestion de projet. La LCD, c'est presque un business. Donc, je veux dire, la gestion au quotidien, l'ajustement de tes prix, la publicité, le marketing, l'identité de marque, c'est des choses que tu dois développer et entretenir. Ça s'apprend pas, enfin, c'est pas inné, ça s'apprend. Donc, du coup, c'est les deux grosses erreurs que les gens font. Voilà. Ah ouais, non, mais super intéressant. J'aime bien Ouais, l'atypique en carton. ouais. C'est quelque chose qui Mais, marque un peu, on s'en rappelle. ouais, ouais, ouais. Mais, non, mais c'est hyper intéressant parce que, bon, les pauvres Center Parks, en l'occurrence, là, le château fort, Ouais, c'était un peu atypique en carton. ouais, Parce qu'en fait, tu voyais que les travaux, ils avaient été faits il y a 6 mois et en fait, c'était déjà vachement dégradé. Puis, tu sais, tu vois, t'avais pas une expérience haut de gamme, quoi. Tu voyais qu'ils avaient ouais, fait le c'était truc. du Après, bricolage. ouais, ils avaient quand même bien pensé parce qu'ils avaient pensé jusqu'au bout de tout. Mais après, bon, ça, c'est un autre sujet. C'est vraiment, tu sais, la qualité d'exécution et de réfléchir à ce que tous les matériaux que tu utilises, la façon dont tu vas les disposer, ça va bien vieillir dans le temps. Toi, il y avait de la moquette. La moquette, elle était déjà, c'était déjà compliqué là, la moquette de Center Park. Alors tu sentais que les travaux, ils avaient été faits il y a 1 an, même pas. Enfin, donc il y a la partie aussi Bien sûr. Entretien. entretien et belle exécution dans les travaux. Parce que toi, tu penses que on peut faire des travaux d'atypiques pas trop chers ou il faut quand même mettre des moyens spécifiques pour avoir des matériaux de qualité? C'est un mélange de tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en atypique, il y a des postes que tu vas négliger et d'autres non. Par exemple, la cuisine. Quand tu fais une love room, la cuisine, ce n'est pas l'élément central. Tu ne vas pas aller mettre une cuisine à 10 000 euros. Par contre, la qualité de ta balnéo ou l'esthétique de ta balnéo, ça va être hyper important. Donc en fait, il faut être stratégique parce que le problème, c'est que si tu t'emballes de partout, tu n'es plus rentable non plus aussi au bout d'un moment. Si tu fais des travaux à hauteur de 75 000 euros, ça ne va pas marcher. Donc il faut être, encore une fois, un investisseur et être stratégique. Il y a des postes qui nécessitent un gros budget, il ne faut pas lésigner. Par exemple, pour l'expérience, moi j'ai fait mon cinéma, le son, l'image, etc. J'ai mis tout le budget. Sur le reste de l'appartement, j'ai essayé d'optimiser un peu plus les coûts par rapport à ce qui était important. Mais de manière générale, moi j'ai tendance à dire que il vaut mieux rajouter des euros en plus, mais avoir un projet qualitatif, expérientiel, si je peux dire comme ça, plutôt que de lésigner et avoir un peu la main sur le portefeuille et après ne pas avoir les résultats escomptés. Donc, faut trouver l'équilibre. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais nous, Mm. enfin, je trouve ça top parce qu'en effet, il faut vraiment se dire que on a son client idéal en tête quand on a fait quand même son projet. Enfin, je veux dire, si on fait un truc avec 3 chambres et des lits superposés, on sait qu'il y aura des enfants. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Bien sûr. tu sais à peu près vers quoi tu t'orientes. Et par exemple, si tu loues une love room, bah, tu sais que le couple, il va pas se casser la tête à faire un repas. Enfin, s'il vient là, c'est pas pour faire à bouffer. Souvent, Donc, il c'est va aller au sûr. restaurant à côté, Bien mais il sûr. va pas venir faire à manger. Donc, en effet, de savoir exactement qu'est-ce que la personne va faire et de réfléchir, en fait, vraiment à se mettre dans la peau de la personne qui va venir, pourquoi elle vient, etc. Tout à fait. Et après, la question que moi je me pose, c'est que j'imagine bien craquer pour un logement atypique parce que j'ai des enfants et que j'ai envie de leur faire un kiff. Mm. Je m'imagine bien love room en mode je vais passer un moment en amoureux avec mon chéri, déconnecté du monde. Tiens, je prends une love room. Même si love room, t'as l'impression que c'est un truc un peu genre la maison close, mais je pense qu'en réalité, c'est juste orienté romantique, quoi. Mais en fait, encore une fois, il y a de Enfin, tout. ça Tu peut, as, tu peux, tu, tu tu peux. as des. Le sujet est marrant, mais bien sûr, tu en as qui font des sex rooms un petit peu plus osés. Tu en as qui font des suites de luxe, comme a fait Alex, avec une thématique grecque, un moment pour les couples, où n'importe qui peut y aller, etc. À l'intérieur des thèmes, il y a des personnes qui se nichent encore plus sur différentes. Donc, il y a de tout. Ouais, non, mais c'est excellent. Mais du coup, tu sais exactement, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent dans ma love room? Bon, bah Quel là, est c'est leur sûr plan? que. Mais du coup, tu vas pas faire pareil. Bien sûr. Si c'est un couple, parce que je sais par exemple, l'une des personnes que j'avais interviewée aussi, elle était vachement orientée couple qui voulait un moment, enfin pour couple citadin qui avait envie de rentrer un peu en mode nature, je me déconnecte, et donc elle avait un peu une ambiance un peu zen, un peu détente, etc. Et donc en fait, tu t'adaptes avec pourquoi ton couple vient en fait et quel est son objectif dans sa venue, quoi. À 100%.
Ok, ok. Et en fait, alors après, donc là, je t'ai dit, je vois bien pour les couples, je vois bien pour les familles, mais je me pose la question parce qu'il y a quand même tout un marché qui est la location courte durée pour les professionnels. Enfin, je sais pas comment expliquer le terme. Oui, tu veux dire les pros un salarié qui est envoyé en mission une semaine Voilà. à Saint-Étienne et qui veut se loger quelque part. Est-ce que l'atypique a du sens pour ça ou ça a aucun sens? Bah déjà, il faudrait concevoir un atypique en adéquation. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, parce qu'un professionnel, ça va dépendre aussi du budget que sa boîte lui alloue pour venir à l'intérieur. Si dans l'enveloppe qu'il a à disposition, le salarié, entre passer une semaine dans la grisaille de Saint-Étienne, dans un BNB tout classique, tout moisi, et un cinéma, une balnéo, un jacuzzi, etc., bah, je me dis, tant qu'à faire, autant se faire plaisir et passer du temps aussi un peu sympa, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. Après, tu peux aussi envisager des appartements qui soient pensés et conçus un petit peu pour ces personnes professionnelles. Mais par essence, c'est quand même moins la cible. C'est-à-dire qu'un professionnel ira peut-être plus dans un hôtel bien rangé, bien classe, ou avec son PC. C'est peut-être moins la cible, tu vois, d'un atypique. Mais ça ne veut pas dire qu'un professionnel ne viendra pas dans ton logement, tu vois. Mais ouais, c'est peut-être moins le cœur du marché. Ouais, il faut quand même quelqu'un qui est prêt à dépasser son budget juste pour l'expérience. Aussi, c'est pour ça que je parlais de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'en général, les salariés, enfin, je ne suis pas un expert là-dessus, mais l'entreprise te donne un budget de 85 euros par jour pour te loger 15 jours à Dijon. Bon, bah, regarde ce qu'il y a. Moi, par contre, ce que je suis convaincu, c'est que si ça rentre dans un budget, ils ont par exemple 85 euros par jour. Si tu as le choix à 85 euros entre un logement moyen classique et un atypique, j'ai envie de dire presque peu importe la thématique, ça dépend le salarié, ça dépend l'appétence de la personne, mais je pense. Moi, en tout cas, je serais tenté de me dire, bah, à choses égales, autant rigoler un peu et passer un moment sympa avec une expérience. Voilà. Parce que ça, il y a un truc, moi je combats un peu ça, c'est que, je sais pas si tu rencontres ça, ça m'intéresse de savoir, les personnes qui pensent qu'elles sont capables de bien décorer un bien, parce que soi-disant elles pensent qu'elles ont bon goût. Bah, Et, là, attends, je vais au bout de ma question. Et donc, tu sais, qui se dit, ah non, mais j'adore, je vais faire un truc jungle, machin, et puis qui trouve trois pauvres plantes, et puis qui se dit, tiens, je vais peindre le mur en vert, ça va rendre trop bien. Alors qu'en fait, il y a quand même un côté professionnel de la décoration, quand même, non? Quand tu fais de l'atypique, tu peux pas t'improviser, non? en fait, de toute façon, c'est toujours à double tranchant parce que tu as des gens qui ont du goût. Voilà. Je prends l'exemple d'Alex, pareil, avec qui tu discuteras. C'est quelqu'un qui se projette, qui a du goût, qui a des idées, qui est bon. Voilà. Le problème, c'est sûr, c'est quand tu t'improvises bon et que tu ne l'es pas. C'est là que ça rentre sur des projets compliqués. Mais bien évidemment, nous, on conseille toujours de s'entourer d'une architecte d'intérieur. Nous, on a une archi qui est spécialisée dans les logements atypiques, qui nous aide quasiment sur tous nos logements pour mettre en place parfois les idées qu'on a ou même être à l'initiative de certaines thématiques pour développer des projets, quoi. Donc, comment est-ce que la personne, elle peut savoir, est-ce que j'ai vraiment bon goût, ou est-ce qu'en fait, c'est juste moi qui me fais, qui m'auto-convainc? Elle, toute seule, ça va être compliqué parce que si elle est butée un peu et que par ego, elle a du mal à se remettre en question, ça va être compliqué. Là, tu le sauras quand tu es confronté à quelqu'un d'autre, potentiellement des professionnels, qui vont te dire c'est pourri. Ouais, ouais, C'est nul. ouais. Mais si tu n'as pas quelqu'un, un élément extérieur qui te le dit et que tu es capable de l'entendre, bah souvent, tu peux foncer dans le mur, quoi. Ouais, ouais, donc faut quand même je sais pas, j'aurais dit quand même un côté, ouais, faut être tatillon, réussir à être assez bon, quoi, dans la déco et tout ça, quoi. Tu peux pas faire le truc à la ramasse. Bah non, 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 il faut faire de la qualité et faut amener son thème là où il doit être amené pour créer de l'expérience chez le voyageur. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, je pense que ça me paraît clair. Je sais pas si tu as des anecdotes ou des choses à partager par rapport à l'atypique ou peut-être des fausses croyances que tu as repérées pour les gens qui pensaient que l'atypique, genre, par exemple, les localisations, est-ce que genre à Saint-Étienne, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu Bah, bien pourrais sûr, dire? bah, les plus grosses fausses croyances sur la location courte durée et sur l'atypique concernent le secteur. Nous, on se concentre que sur des villes moyennes de moins de 200 000 habitants. C'est toutes les villes où si tu parles à des investisseurs, ils vont te dire ça ne louera jamais. Voilà. Donc, nous, la grosse fausse croyance, elle est sur les villes moyennes et force est de constater que ça fonctionne. Voilà. On peut Alors, faire de la attends, location saisonnière. j'ai pas compris. Tu as dit moins de 200 000 habitants? Moins de 200 000 habitants, les villes de moins de 200 000 habitants. Exactement. Par rapport au fait que bah, les prix sont moins chers et surtout, ce n'est pas l'objet du podcast, mais en termes de législation, c'est beaucoup plus souple pour investir en Airbnb, etc., que dans les grosses villes où ça serre un petit peu la vis, Paris, Lyon, etc. Donc, tu Ok. as ce double enjeu. Mais oui, fausse croyance sur les secteurs, du coup, énorme. Et aussi, fausse croyance du taux de remplissage. On pense peut-être que dans une ville moyenne, voire une petite ville, on va louer que 2, 3 nuits dans le mois. Alors que si tu fais bien les choses avec la typique, encore une fois, tu peux y arriver. Tu peux louer 95% du temps à Saint-Étienne ou Saint-Chamond, des villes qui n'ont aucun attrait touristique. C'est pour moi la plus grosse fausse croyance que les gens ils ont aujourd'hui. Pareil, encore une fois, à condition de s'y prendre correctement et de ne pas faire n'importe quoi.
Et est-ce que tu penses qu'il y aura une saturation à un moment donné de l'atypique? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. C'est une très bonne question qui revient beaucoup. Et moi, je suis hyper tranché là-dessus. Je pense pas du tout, pour une simple et bonne raison que déjà, pour moi, on est au tout début de l'ère de l'atypique. C'est-à-dire que je dis tout le temps, regardez autour de vous, demandez qui a déjà acheté un immeuble, une coloc ou un appart pour mettre un étudiant et qui a déjà fait une cinéma room, par exemple. Bon, bah, la réponse, elle va être vite vue. Voilà, tu vas clairement te rendre compte que de l'atypique, peut-être tu as une personne dans ton entourage qui a fait une love room, mais sinon, personne n'a fait. Donc, pour moi, on est au tout début de l'ère. Ensuite, tu as encore des zones en France où il n'y a aucun atypique. Et des villes attractives, des villes avec des habitants, tout ce qu'il faut pour y investir. Et donc, il y a encore des zones où il n'y a rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a que la Love Room, quasiment, qui existe. Toutes les autres thématiques, le cinéma que j'ai fait, honnêtement, personne n'a fait ça aujourd'hui. Tu vois, avec cette qualité, il y a des gens qui ont mis une toile tendue, qui ont mis des vidéoprojecteurs. Mais voilà, personne n'a fait ça. Les jungles, ça commence tout juste un petit peu. Enfin, avant que le marché soit saturé, en fait, avant que toutes les villes de France soient saturées de tous les concepts qui existent, je pense qu'il y a de quoi s'amuser encore un petit peu pendant quelques années. Mais c'est sûr que en fonction de la ville dans laquelle tu es, il faut peut-être prendre une thématique différente. Voilà, ou à partir sur un autre concept. Mais voilà, moi je pense qu'on est au tout début de cette ère de l'atypique. Mais c'est hyper intéressant et je donne mon petit avis personnel. Vas-y, bien sûr, on est là pour C'est- ça. Mais c'est vrai que, par exemple, on a expérimenté un logement atypique à Center Parcs avec les enfants, avec le château fort. Maintenant, aujourd'hui, je me vois plus louer un truc basique. Tu vois, j'aurais forcément envie de repartir sur un atypique. Alors, peut-être pas le château fort, ils en ont d'autres, Ouais, bien sûr. mais peu importe où on ira, je me dis, si tu as un atypique vs un normal, bah, c'est quand même plus fun et tu t'en rappelles plus, quoi. Je suis d'accord. Je Donc suis en fait, à... à terme, j'imagine, hein, moi je sais pas, Oui, je bien sûr. présage que les logements basiques, bah, ils vont devenir genre old school, quoi. Enfin, genre, à un moment C'est- donné, quoi. Bah déjà, faut vraiment différencier, je pense, location longue durée traditionnelle Oui, et LCD. Mais oui, c'est là, quand sûr je que dis ça, c'est vraiment voilà. expérience de famille, tu vois. Mais voilà, mais quand on est sur de l'expérience à la nuitée, de l'hôtel, pas de l'hôtellerie, mais presque, tu vois, bah oui, moi je pense clairement que l'expérience et l'atypique va prendre une part de marché de plus en plus importante par rapport au basique et au classique, à mon avis. Voilà, on le voit bien de toute façon. Et en fait, j'aurais même une lecture encore différente, en fait, encore plus poussée, c'est que au final, c'est juste un logement avec une décoration au top et qu'en gros, les logements à décoration basique, bah, en fait, ça va nous saouler et qu'on veut vivre dans des endroits qui visuellement bah, nous font kiffer en fait. Et quand tu peux avoir un endroit qui visuellement te fait kiffer, bah, finalement l'endroit qui n'a pas été abouti niveau déco, en fait, il va. Bien sûr. Donc ouais, ouais, ouais. Ok, non mais moi je suis assez convaincue. Et puis pareil en fait, hein, si t'as connu le jacuzzi en week-end en amoureux, après tu passes dans l'appart où il n'y a pas de jacuzzi, t'étais un peu dépité quoi. Bah, c'est moins fun, tu as moins envie d'y aller, tout Bah simplement. ouais, non mais clairement, donc c'est clair qu'il y a de beaux jours devant la Ouais, typique. je pense, ouais. Bah en tout cas, merci beaucoup Anthony. Je pense qu'on a fait un Voilà. beau premier tour, même si on va refaire un petit tour avec Alexandre. Peut-être Yes. ça va être une autre lecture, un autre point de vue des autres années. Voilà, ça va être différent. Ouais, ouais. Les personnes qui t'ont kiffé, qui se disent ah ouais, non mais carrément un logement atypique, ce serait une super idée. Comment est-ce qu'elles peuvent te suivre? Où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Je sais que vous avez des programmes aussi de formation, donc où est-ce que les gens peuvent vous suivre et savoir tout ça? Le plus simple, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, mais là où on est le plus présent avec Alex, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Donc, Mon Plan Immo, pas Alexandre et Anthony. Nous, c'est vraiment au travers de Mon Plan Immo, le compte Instagram, bah, qu'on diffuse un maximum de contenu tous les jours sur les logements atypiques, où les gens peuvent éventuellement prendre rendez-vous avec les membres des équipes s'ils sont intéressés par les programmes qu'on communique en formation et en accompagnement. La chaîne YouTube aussi, toujours Mon Plan Immo, où là, on a attaqué YouTube là, très récemment avec des concepts novateurs. On va à la découverte des logements atypiques partout en France pour voilà, vraiment démocratiser ce monde de l'atypique en France de manière générale. Donc ouais, voilà, YouTube et Instagram, Mon Plan Immo, normalement, en cherchant un petit peu sur ces canaux, il y aura toutes les informations dont les auditeurs peuvent avoir besoin. Au top. Et je vais mettre évidemment les liens que tu viens de me dire, je vais les mettre dans la description de l'épisode, comme ça ce sera plus simple pour vous si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous cliquez, vous pouvez aller voir les vidéos de YouTube d'Anthony et Alexandre. Ben, en tout cas, merci beaucoup Dorine pour l'invitation. Franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. J'espère que ça aura permis de glisser des petites graines sympas dans la tête de tes auditeurs. Et vous allez avoir, je pense, un épisode aussi très sympa avec le frangin qui, pour le coup, a un parcours complètement différent de moi. Donc, ça sera intéressant. Trop bien. Bah merci beaucoup Anthony. Yes, Et puis merci. bah à une prochaine. Salut, salut. À bientôt.